Poursuivie dans l'hôtel, elle a saisi un inconnu et a crié « C'est mon mari ». Mais c'était l'un des hommes les plus riches du pays. Et maintenant, il voulait savoir pourquoi une femme fuyait-elle, lui. Elle voulait juste se sauver, mais elle a fini mariée par contrat. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému en tant qu'auditeur premium, il y a des romances encore plus profondes, intenses et secrètes. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenir membre maintenant » et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. Sophie Martin contemplait son reflet dans le miroir doré de la salle de bain de la suite présidentielle du Ritz Paris. 28 ans, peau mate, cheveux noirs attachés en un chignon impeccable et des yeux en amande qui portèrent le poids de rêves reportés. Son uniforme bleu marine aux détails blancs trahissait sa position. Femme de chambre dans l'un des hôtels les plus luxueux de Paris. Sophie, as-tu fini là-dedans? As-tu fini? Nous avons encore 3 suites à nettoyer avant midi. La voix de Madame Dubois, responsable du nettoyage depuis plus de 20 ans, résonna dans le couloir. « J'ai presque terminé, Madame Dubois », répondit-elle, revenant rapidement à la réalité. Sophie passa une dernière fois le chiffon sur le comptoir en marbre italien, ajusta les serviettes blanches et moelleuses et vérifia que les produits d'hygiène étaient parfaitement alignés. Tout devait être immaculé pour les clients qui paieraient plus pour une nuit que ce qu'elle gagnait en un mois entier. Le Ritz Paris était un monde à part, un univers de champagne, de bijoux coûteux et de conversations dans des langues que Sophie reconnaissait mais ne comprenait pas. Des hommes d'affaires internationaux, des célébrités, des politiciens, tous passaient par ces couloirs, apportant avec eux des histoires qu'elle collectionnait silencieusement. Née dans la banlieue de Paris, fille d'une couturière et d'un chauffeur de bus, Sophie avait grandi en entendant que l'éducation serait son passeport pour une vie meilleure. Elle y avait cru avec ferveur, obtenant un diplôme en lettres à la Sorbonne, rêvant de devenir professeure ou traductrice. Mais la France réelle lui avait montré son visage le plus dur lorsque les portes du marché du travail étaient restées fermées. « L'hôtel a besoin de femmes de chambre », lui avait dit une voisine, après 3 mois de recherche infructueuse d'emploi. « Ce n'est pas ce que tu as étudié, mais ça paie les factures. » 5 ans plus tard, elle était toujours là, nettoyant des suites et observant la vie des autres se dérouler. Sa formation académique ne servait qu'à comprendre des fragments de conversation en anglais, allemand ou espagnol qu'elle captait pendant son travail. Sophie sortit de la salle de bain et jeta un dernier regard à la suite. La vue sur la place Vendôme, avec ses bâtiments historiques et ses boutiques de luxe, était à couper le souffle. Le ciel bleu de Paris encadrait le décor parfait pour ceux qui pouvaient se le permettre. « Qu'est-ce que ça fait de se réveiller avec cette vue tous les jours ?» murmura-t-elle pour elle-même. Madame Dubois apparut à la porte, interrompant sa contemplation. « Sophie, la suite 507 est prête pour le nettoyage. C'est celle de l'entrepreneur parisien, celui qui est arrivé hier. »« J'y vais tout de suite », répondit-elle, rassemblant son chariot de produits de nettoyage. Le couloir du 5e étage, décoré de tableaux d'artistes français consacrés, était silencieux en ce mardi matin. Sophie frappa doucement à la porte de la suite 507, suivant le protocole. « Service de nettoyage », annonça-t-elle, attendant quelques secondes avant d'utiliser sa carte-clé. En entrant, elle remarqua que la chambre était vide, mais avec des signes clairs d'occupation. Une mallette en cuir sur le bureau, un ordinateur portable fermé, des vêtements de marque soigneusement suspendus dans le dressing. Sur la table de chevet, une photo encadrée attira son attention. Un homme d'environ 35 ans, en costume, à côté d'une femme élégante lors d'un événement social. « Antoine Lefebvre », lut-elle sur la carte de visite à côté de la photo. « PDG de Construction Horizon ». Le nom lui semblait vaguement familier. Peut-être l'avait-elle lu dans les journaux qu'elle feuilletait occasionnellement pendant sa pause. Pendant qu'elle nettoyait la chambre, Sophie remarqua une enveloppe semi-ouverte sur le bureau. Ce n'était pas dans sa nature de fouiner, mais un nom sauta à ses yeux, Projet Seine-Saint-Denis. Cela éveilla sa mémoire. Construction Horizon était impliquée dans un projet de développement immobilier controversé dans la région de Seine-Saint-Denis, qui avait généré des protestations d'écologistes et de communautés locales. Le terrain, qui abritait un ancien quartier ouvrier, allait être transformé en un complexe de luxe.
Alors c'est lui le responsable, pensa Sophie, se souvenant de la manifestation qu'elle avait vue le dimanche précédent en revenant de chez sa mère à Montreuil. Elle continua son travail méticuleusement, changeant les draps, les serviettes, vidant les poubelles. En nettoyant la salle de bain, elle trouva une montre oubliée sur le comptoir. Elle la prit délicatement. Elle était lourde, certainement précieuse. Elle coûte probablement plus que mon salaire annuel, réfléchit-elle, la plaçant dans le tiroir du lavabo où le client la trouverait certainement. Son service terminé, Sophie passa à la chambre suivante. Son quart se terminerait à 15 heures et elle devait encore passer au supermarché avant de rentrer chez elle. Le loyer de son petit appartement à Montparnasse consommait la moitié de son salaire, mais la proximité du travail compensait le sacrifice. Cet après-midi-là, en sortant par l'arrière de l'hôtel, Sophie croisa un groupe d'hommes d'affaires qui entraient précipitamment. Des hommes en costume, expression sérieuse, téléphones à la main. Parmi eux, elle reconnut l'homme de la photo, Antoine Lefebvre. Grand, aux épaules larges, cheveux châtains bien coupés et yeux verts perçants, il paraissait plus jeune en personne que sur la photographie. L'espace d'un instant, leurs regards se croisèrent. Sophie sentit un frisson inexplicable parcourir son échine. Il y avait quelque chose d'intense dans ce regard, un mélange d'arrogance et de peur. Elle n'eut pas le temps d'analyser, car rapidement il détourna son attention vers son téléphone et elle continua son chemin. Ce soir-là, dans son appartement, Sophie prépara un dîner simple tout en regardant les informations locales. Le reportage sur le projet Seine-Saint-Denis capta immédiatement son attention. Construction Horizon fait face à des accusations d'irrégularité dans l'obtention de permis environnementaux pour ce méga-projet, disait la journaliste. Des documents indiquent une possible influence indue sur les organismes de contrôle. La caméra se focalisa sur Antoine Lefebvre, sortant précipitamment d'un bâtiment protégé par des gardes du corps, refusant de commenter les accusations. « Alors c'est pour ça qu'il séjourne à l'hôtel », murmura Sophie pour elle-même. « Il fuit les journalistes. » Cette nuit-là, allongée dans son lit, Sophie n'arrivait pas à chasser de son esprit l'image de cet homme. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui l'intriguait. Comment quelqu'un pouvait-il paraître si puissant et vulnérable en même temps? Elle s'endormit en pensant que, le lendemain, ce serait juste un jour de travail de plus au Ritz Paris. Elle était loin de se douter que sa vie était sur le point de changer complètement. Le lendemain matin, le ciel était nuageux au-dessus de la place Vendôme, une rareté pour Paris à cette époque de l'année. Sophie arriva à l'hôtel 15 minutes avant le début de son service, comme elle le faisait toujours. En marchant dans le couloir de service, elle remarqua une agitation inhabituelle parmi le personnel. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle à Marie, une autre femme de chambre avec qui elle entretenait une amitié. « Je ne sais pas exactement » répondit sa collègue à voix basse. « Mais il semble qu'il y ait des personnes importantes qui séjournent ici. Sécurité renforcée, ordre de ne pas déranger certaines chambres. Le directeur est nerveux depuis ce matin. » Sophie acquiesça, rangeant ses affaires dans le casier qui lui était attribué. Elle enfila son uniforme et accrocha son badge sur sa poitrine, prête pour une nouvelle journée de travail. « Attention, équipe !» Madame Dubois rassembla les femmes de chambre pour les instructions quotidiennes. « Aujourd'hui, nous avons une situation spéciale. Les 5e et 6e étages sont réservés pour un groupe d'affaires important. Travaillez avec une discrétion redoublée et, si possible, évitez de circuler par là en dehors des heures de nettoyage programmées. » Des murmures parcoururent le groupe. Il n'était pas rare que l'hôtel reçoive des personnes importantes qui exigèrent de la confidentialité. Mais le ton de Madame Dubois suggérait quelque chose de différent. « Sophie, tu seras responsable uniquement du 4e étage aujourd'hui, » continua la superviseure. « Marie, tu iras avec Claire au 7e. » Sophie fronça les sourcils, confuse. Elle s'occupait normalement du 5e étage, y compris la suite d'Antoine Lefebvre. Madame Dubois est pour la suite 507. J'en étais chargée hier, questionna-t-elle. La superviseure hésita un moment. Il y a eu une demande spéciale. Cet étage sera pris en charge par Jeanne et Élodie aujourd'hui. Sophie acquiesça, bien qu'elle sentît qu'il y avait quelque chose d'étrange. Pourquoi changer la routine? Elle prit son chariot et se dirigea vers le 4e étage où elle commença sa routine habituelle. Il était plus de 10 heures quand Sophie entendit un bruit fort venant du couloir principal de l'hôtel. Cela ressemblait à une discussion animée. Curieuse, elle sortit de la chambre qu'elle nettoyait et jeta un coup d'œil par la porte de service. Dans l'élégant couloir du 4e étage, des hommes en costume sombre parlaient d'un ton élevé avec le directeur de l'hôtel.
Leur posture rigide et leurs expressions sévères semblaient intimider même le normalement imperturbable M. Lambert. « Nous devons vérifier toutes les chambres », disait l'un d'eux, grand et aux épaules larges. « Nous avons des informations selon lesquelles ils séjournent ici. »« Messieurs, je comprends l'urgence, mais nos clients ont droit à la vie privée, » répondit le directeur, visiblement nerveux. « Si vous pouviez me montrer une autorisation officielle ?»« Nous n'avons pas le temps pour la bureaucratie, » interrompit un autre homme, plus petit et d'apparence plus agressive. « À moins que l'hôtel ne veuille être associé à quelqu'un sous enquête pour fraude fiscale et environnementale. » Sophie sentit un frisson. Parlait-il d'Antoine Lefebvre? Les accusations qu'elle avait vues aux informations semblaient avoir des répercussions plus graves qu'elle ne l'imaginait. Le groupe continua dans le couloir, poussant pratiquement le directeur qui essayait, en vain, de maintenir sa contenance. Sophie recula dans la chambre, tentant de comprendre ce qu'elle venait d'assister. Elle décida de terminer rapidement son service là et de passer à la chambre suivante. Pendant qu'elle refaisait le dernier lit, elle entendit des cris venant du couloir. Son cœur s'accéléra. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. Abandonnant son chariot, elle sortit par le couloir de service et monta au 5e étage, inquiète pour ses collègues. Le 5e étage était étrangement silencieux. Aucun signe de Jeanne ou d'Élodie. Sophie marcha prudemment, sentant la tension dans l'air. Soudain, elle entendit des voix altérées venant de la suite 507, la chambre d'Antoine Lefebvre. « Où sont les documents ?» Une voix masculine et rude résonna. « Nous savons que vous n'êtes pas venu à Paris seulement pour fuir la presse. » Sophie se figea. Devait-elle appeler la sécurité? Retourner à son étage? Pendant qu'elle hésitait, la porte de la suite s'ouvrit violemment. Antoine Lefebvre sortit précipitamment, le visage pâle, la chemise partiellement déboutonnée. Derrière lui, 2 hommes en costume sombre le suivaient. Le temps sembla ralentir. Antoine aperçut Sophie immobile dans le couloir. Ses yeux s'écarquillèrent en la reconnaissant. Il se souvenait d'elle. Les hommes se tournèrent dans la direction de son regard. « Hé, vous! Arrêtez-vous » cria l'un d'eux. Dans un instant de pur instinct, Sophie fit la seule chose qui pourrait les confondre. Elle avança rapidement vers Antoine et, sans y réfléchir à 2 fois, elle jeta ses bras autour de son cou et l'embrassa. Ce fut un baiser désespéré, un acte de pure survie. Sophie sentit le corps d'Antoine se raidir de surprise, pour ensuite se détendre et répondre au baiser, comme s'il comprenait immédiatement son intention. « Chérie, je t'ai enfin trouvé !» s'exclama-t-elle, assez fort pour que les hommes l'entendent, se séparant du baiser. « Je te cherchais dans tout l'hôtel. Tu as oublié que nous avons une réservation pour déjeuner. » Les yeux d'Antoine, d'un vert intense, se fixèrent sur les siens avec un mélange de confusion et de gratitude. Pendant une seconde, il sembla qu'il ne saurait pas comment réagir. Puis, au soulagement de Sophie, il sourit et entra dans le jeu. « Excuse-moi, ma chérie, » répondit-il, plaçant un bras autour de sa taille. « J'ai eu quelques contretemps ?» Il se tourna vers les hommes. « Messieurs, comme vous pouvez le voir, j'ai des engagements avec mon épouse. Nous continuerons notre conversation à un autre moment. » Les hommes hésitèrent, manifestement confus par la situation. Le plus grand fit un pas en avant. « Monsieur Lefebvre, notre conversation n'est pas terminée, » dit-il d'un ton menaçant. « Nous avons pour ordre de ne pas quitter l'hôtel sans les informations dont nous avons besoin. »« Et vous les aurez, » répondit Antoine avec un calme surprenant. « Mais maintenant, si vous me permettez, je ne veux pas faire attendre ma femme. » Sophie sentit la pression sur sa taille s'intensifier. Elle devait maintenir la supercherie convaincante. « Allons-y, chérie, dit-elle, le tirant doucement par le bras. « Notre chauffeur nous attend. » Antoine acquiesça et commença à marcher avec elle vers l'ascenseur. Sophie pouvait sentir les regards des hommes brûlant dans son dos. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'Antoine pouvait l'entendre. Quand les portes de l'ascenseur se fermèrent, tous deux expirèrent l'air qu'ils ne savaient pas qu'ils retenaient. « Qui êtes-vous » demanda Antoine, relâchant sa taille et reculant d'un pas. « Sophie Martin, je suis femme de chambre à l'hôtel, » répondit-elle, essayant encore de contrôler sa respiration. « Je nettoie votre suite tous les jours. » Il l'étudia un moment, la reconnaissance brillant dans ses yeux. « Oui, je me souviens de vous, mais pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi m'avoir aidé ?» Sophie n'avait pas de réponse claire, même pour elle-même. C'était pur instinct, une réaction impulsive face au danger. Peut-être parce qu'elle avait toujours eu tendance à protéger les autres, même aux dépens de sa propre sécurité. « J'ai entendu la discussion, » expliqua-t-elle. « Il semblait dangereux. Je ne sais pas ce qui se passe,
mais j'ai pensé que vous aviez besoin d'aide. » Antoine passa la main dans ses cheveux, un geste que Sophie remarqua comme étant un signe de nervosité. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire, » dit-il, sa voix mêlant inquiétude et gratitude. « Ces hommes ne sont pas de simples investisseurs mécontents. Ils travaillent pour des personnes puissantes qui veulent me faire taire. » L'ascenseur arriva au rez-de-chaussée. Antoine maintint le bouton pour garder les portes fermées. « Il n'est pas sûr de sortir par le hall principal, » dit-il. « Connaissez-vous une autre sortie ?» Sophie acquiesça. « La sortie de service. Nous pouvons passer par la cuisine et sortir par l'arrière. »« Parfait, » répondit Antoine. Puis, à la surprise de Sophie, il prit sa main. « Ne nous séparons pas. À partir de maintenant, vous êtes ma femme à leurs yeux. » S'ils nous voient séparés, ils sauront que c'était une mise en scène. Sophie sentit un frisson parcourir son échine. Que faisait-elle? Abandonner son travail pour fuir avec un homme qu'elle connaissait à peine, s'impliquer dans quelque chose qui était clairement dangereux? Mais quelque chose en elle, peut-être le même instinct qui l'avait poussée à l'embrasser, lui disait qu'elle n'avait pas le choix. De plus, il y avait quelque chose dans les yeux d'Antoine, une sincérité, une peur authentique, qui la convainquit qu'il n'était pas le méchant de l'histoire. « Allons-y », dit-elle, appuyant sur le bouton du sous-sol. « Suivez-moi et agissez naturellement. » Tandis que l'ascenseur descendait, Sophie essayait d'organiser ses pensées. Sa vie venait de prendre un tournant inattendu et elle n'avait aucune idée d'où elle allait. Elle savait seulement que, pour l'instant, son destin était inexplicablement lié à celui de cet entrepreneur étranger. La cuisine du Ritz Paris bourdonnait d'activité à cette heure de la journée. Chefs et assistants se déplaçaient dans une chorégraphie synchronisée, préparant les plats du déjeuner pour les clients exigeants. Sophie guida Antoine entre les comptoirs en inox, saluant discrètement les employés qu'elle connaissait, comme s'il était parfaitement normal d'être accompagné d'un client dans cette zone restreinte. « Bonjour, monsieur François », salua-t-elle le garde qui surveillait la porte de service. « Sophie, tu pars plus tôt aujourd'hui » demanda-t-il, haussant un sourcil en remarquant Antoine. « Urgence familiale », expliqua-t-elle, essayant de garder une voix ferme. « C'est mon cousin. Il est venu me chercher. » Le garde regarda Antoine d'un air méfiant, qui tendit la main en guise de salutation. « Ravi de vous rencontrer. Désolé d'emmener votre collègue, mais notre tante ne va pas bien, » dit Antoine avec un naturel qui surprit Sophie. Monsieur François hésita un moment, puis haussa les épaules et ouvrit la porte. « Bon rétablissement à votre tante. Préviens Madame Dubois après, Sophie. »« Bien sûr, merci. » Ils sortirent dans la ruelle derrière l'hôtel, où des camions de livraison et des voitures d'employés étaient stationnés. Le soleil fort de midi contrastait avec la tension que Sophie ressentait. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, sentant pour la première fois le poids de sa décision impulsive. Antoine regarda autour de lui, alerte. « Nous devons partir d'ici. Ils doivent surveiller les entrées principales et ma voiture est certainement surveillée. » Il sortit son téléphone de sa poche, fronça les sourcils et l'éteignit complètement. « Nous ne pouvons pas utiliser ça. Ils peuvent nous tracer. » Sophie était de plus en plus alarmée. Qui étaient ces personnes? Pourquoi poursuivaient-elles Antoine avec tant d'acharnement? « Il y a une station de métro à 2 pâtés de maison d'ici, » suggéra-t-elle. « Nous pouvons y aller et décider où aller ensuite. » Antoine acquiesça, et ils commencèrent à marcher rapidement, se mêlant aux touristes et aux habitants locaux qui remplissaient les trottoirs parisiens. « Vous devez me dire ce qui se passe, » dit Sophie, tandis qu'ils descendaient les escaliers de la station Saint-Augustin. « Dans quoi me suis-je impliqué ?» Antoine regarda autour de lui, s'assurant qu'il n'était pas suivi, avant de répondre. « C'est compliqué, » commença-t-il, baissant la voix. « Mon entreprise, Horizon, est impliquée dans un grand projet à Seine-Saint-Denis. Le problème est que j'ai découvert de graves irrégularités dans les études environnementales. Vous parlez de ce projet qui va déplacer le quartier ouvrier ?» demanda Sophie, se souvenant des nouvelles. « Exactement. Mais il y a plus. Beaucoup plus. » Antoine acheta 2 billets et ils passèrent les tourniquets. Le projet a le soutien de personnes puissantes. Des politiciens, des hommes d'affaires, des gens qui ne veulent pas voir leur nom associé à tout cela. Le métro arriva et ils montèrent, se positionnant dans un coin du wagon bondé. J'ai découvert des documents qui prouvent que l'étude d'impact environnemental a été falsifiée, continua Antoine, parlant près de l'oreille de Sophie. Les conséquences pour l'écosystème de la région seraient catastrophiques, et il y a des indices de détournement d'argent public via des contrats surfacturés. Et vous avez ces documents ? demanda Sophie, commençant à comprendre la gravité de la situation.
Antoine acquiesça discrètement. Ils sont sur une clé USB cryptée. C'est pourquoi ces hommes me poursuivent. Ce ne sont pas seulement des investisseurs insatisfaits. Ils travaillent pour des personnes qui veulent détruire ces preuves à tout prix. Sophie sentit un frisson. Soudain, son geste impulsif d'aider un inconnu semblait terriblement irresponsable. Pourquoi ne remettez-vous pas cela à la police ou à la presse? Ce n'est pas si simple. Certaines des personnes impliquées ont des connexions dans la police et la presse. Il soupira. J'ai essayé de contacter une journaliste de confiance, mais elle est hors du pays. J'ai besoin de gagner du temps et de m'assurer que ces informations arrivent aux bonnes mains. Le métro s'arrêta à la station Montparnasse. Sophie eut une idée soudaine. « Mon appartement est près d'ici, dit-elle. Nous pouvons y aller pendant que vous décidez quoi faire. » Antoine la regarda, surpris. « Vous êtes sûr? Vous avez déjà pris trop de risques pour moi. Je ne veux pas vous mettre en plus grand danger. Je pense que je suis déjà trop impliqué pour faire marche arrière, » répondit-elle avec un sourire nerveux. « De plus, c'est le dernier endroit où il vous chercherait, l'appartement d'une femme de chambre. » Ils descendirent et marchèrent environ 10 minutes jusqu'à un immeuble simple de 5 étages, sans ascenseur. Sophie habitait au 4e étage, dans un petit appartement mais bien entretenu. « Ce n'est rien comparé au Ritz Paris, » dit-elle, un peu gênée en ouvrant la porte. L'appartement avait un salon combiné avec une cuisine américaine, une chambre et une salle de bain. La décoration était simple mais accueillante. Des livres occupaient presque toutes les surfaces disponibles. Étagères improvisées, table basse, même le rebord de la fenêtre. « Vous aimez lire ?» observa Antoine, semblant réellement intéressé. « J'ai un diplôme en lettres », expliqua Sophie, posant son sac sur le canapé. « La littérature est ma passion. Et comment avez-vous fini par travailler comme femme de chambre ?» La question aurait pu sembler offensante, mais le ton d'Antoine était empreint d'une curiosité sincère. « La vie ne suit pas toujours le scénario que nous avons planifié, » répondit-elle, se dirigeant vers la cuisine. « Voulez-vous un café? Je pense que nous devons mieux discuter de ce que nous allons faire. » Antoine accepta et s'assit sur le canapé, visiblement épuisé. Sophie remarqua que, malgré son calme apparent pendant la fuite, il était profondément tendu. Pendant qu'elle préparait le café, Sophie essayait de comprendre tout ce qui s'était passé ces dernières heures. Son travail à l'hôtel était certainement en danger. Madame Dubois n'accepterait pas facilement sa disparition soudaine. Et maintenant, elle hébergeait un homme poursuivi par des personnes puissantes. « Tu aurais pu rester silencieuse, continuer ta vie normalement, » murmura-t-elle pour elle-même. « Mais non, il fallait que tu joues l'héroïne. » Quand elle revint au salon avec 2 tasses de café, elle trouva Antoine regardant la seule photo qu'elle gardait sur l'étagère, elle à 18 ans, avec ses parents, le jour de sa remise de diplôme du lycée. « Votre famille ?» demanda-t-il. « Oui, mes parents. » Sophie lui tendit une tasse. « Mon père est décédé il y a 3 ans. Ma mère vit toujours à Montreuil. » Antoine acquiesça, sirotant le café. « Je suis désolé pour votre père et de vous avoir impliqué dans tout ça. Vous ne le méritiez pas. » « Eh bien, ce n'est pas comme si vous m'aviez forcé à vous embrasser, » dit-elle, essayant d'alléger l'atmosphère, mais regrettant immédiatement en voyant le visage d'Antoine rougir légèrement. Un silence gêné plana entre eux pendant quelques secondes. Alors, Sophie s'éclaircit la gorge. Qu'est-ce que ces documents contiennent exactement de si dangereux? Antoine posa la tasse sur la table et se pencha en avant, s'appuyant sur ses genoux. Des preuves que l'étude environnementale a été falsifiée. Le projet prévoit le dragage de zones protégées, ce qui détruirait complètement l'écosystème local. De plus, il y a des emails compromettants entre les dirigeants de la société de construction, mes associés, et des fonctionnaires de l'agence environnementale, arrangeant l'approbation en échange de pots de vin. Et vous ne saviez pas cela avant? Antoine soupira profondément. J'aurais dû m'en douter. Les approbations sont venues trop rapidement. Tout le processus a été atypiquement fluide. Mais je n'ai découvert la vérité qu'il y a 2 semaines, quand un ingénieur environnemental de l'entreprise m'a contacté confidentiellement. Et que comptez-vous faire avec ces informations? À l'origine, je prévoyais de les présenter au conseil d'administration de l'entreprise et d'exiger l'annulation du projet. Mais quand j'ai suggéré cela, j'ai commencé à recevoir des menaces voilées. J'ai réalisé que la corruption allait au-delà de ce que j'imaginais. Alors je suis venu à Paris, soi-disant pour superviser le début des travaux, mais en réalité, pour chercher de l'aide. Sophie observa Antoine attentivement. Il y avait de la sincérité dans ses paroles, une indignation authentique qui ne semblait pas feinte.
Pourquoi vous souciez-vous tant? Demanda-t-elle. Je veux dire, vous êtes le PDG. Vous pourriez simplement ignorer tout cela, poursuivre le projet et gagner des millions. Antoine la regarda, ses yeux verts intenses et sérieux. Mon père a construit cette entreprise à partir de rien. Il m'a enseigné que les affaires sans éthique ne valent rien. De plus, il hésita un moment. J'ai un lien personnel avec Seine-Saint-Denis. J'y ai passé mon enfance. J'ai appris à nager dans ces eaux. Vous êtes de Seine-Saint-Denis? Demanda Sophie, surprise. Moi aussi, j'y ai grandi. Vraiment? Où? À Montreuil. Mes parents y ont toujours une maison. J'habitais à Pantin, dit Antoine, un petit sourire nostalgique apparaissant sur ses lèvres. J'avais l'habitude de pêcher avec mon grand-père près du quartier qu'ils veulent maintenant démolir. Sophie sentit une connexion inattendue avec Antoine. Ce n'était pas seulement un riche homme d'affaires parisien, mais quelqu'un qui avait des racines au même endroit qu'elle. C'est toute une coïncidence, commenta-t-elle. Ou peut-être est-ce le destin, répondit Antoine, maintenant son regard un moment plus longtemps que nécessaire. Le téléphone de Sophie sonna, brisant le moment. C'était Marie. « Salut Marie, oui, j'ai eu une urgence. Non, je ne peux pas revenir aujourd'hui. » Elle regarda Antoine pendant qu'elle parlait. « Oui, j'appellerai Madame Dubois plus tard. Merci de m'avoir prévenu. » Quand elle raccrocha, Sophie semblait préoccupée. « Qu'y a-t-il » demanda Antoine. « Les hommes qui vous poursuivaient interrogent le personnel de l'hôtel. Ils veulent savoir qui je suis et où j'habite. » Antoine se leva brusquement. « Nous devons partir d'ici. Ils ne mettront pas longtemps à le découvrir. »« Attendez, » dit Sophie, une idée lui venant à l'esprit. « J'ai un endroit où nous pouvons aller. Un endroit où personne ne nous chercherait. »« Où ?»« La maison de ma mère à Montreuil. Elle est isolée, en haut de la colline, avec vue sur la ville. Elle est en voyage, visitant ma tante à Lyon. Nous y serons en sécurité, du moins pour un temps. » Antoine considéra la proposition un moment, puis acquiesça. « Ça semble être un bon plan. Nous pouvons prendre le RER jusqu'à Montreuil. C'est moins surveillé que les bus ou les taxis. » Sophie rassembla rapidement quelques vêtements dans un sac à dos, ainsi que des produits d'hygiène de base. En fermant le sac, une réalité la frappa. En quelques heures, sa vie tranquille et prévisible s'était transformée en quelque chose de complètement différent. Elle fuyait avec un homme qu'elle connaissait à peine, impliquée dans une intrigue qu'elle ne comprenait pas encore totalement. « Prête ?» demanda Antoine, debout à la porte. Sophie respira profondément et acquiesça. « Prête ?» En quittant l'appartement, elle n'aurait pas pu imaginer que sa vie changerait encore plus radicalement dans les heures suivantes. Le retour pour Montreuil glissait doucement à travers la banlieue parisienne. Sophie et Antoine s'assirent dans le wagon presque vide, se fondant parmi les rares voyageurs. Le ciel commençait à se teinter d'orange et de rose, annonçant la fin de l'après-midi. « C'est ironique, non ?» commenta Antoine, regardant par la fenêtre. « Nous traversons justement le lieu qui a causé tout cela. » Sophie suivit son regard. La banlieue, vue de cette perspective, avait une beauté sereine, presque magique. Difficile d'imaginer que sous ces quartiers paisibles se jouait un drame de corruption et de convoitise. « Vous vous souciez vraiment de la préservation de cet endroit ?» observa-t-elle. Ce n'était pas une question, mais Antoine répondit quand même. « Quand j'étais enfant, mon grand-père m'emmenait pêcher ici. Il était biologiste marin, il a consacré sa vie à étudier et protéger les zones humides de la région. » Antoine sourit au souvenir. « C'est lui qui m'a appris que la vraie richesse ne se mesure pas en argent, mais par l'impact positif que l'on laisse dans le monde. » Sophie étudia le profil d'Antoine pendant qu'il parlait. Le vent qui entrait par la fenêtre entr'ouverte ébouriffait ses cheveux châtains, et il y avait une vulnérabilité dans son expression qui contrastait avec l'image de l'homme d'affaires imposant qu'elle avait vu à l'hôtel. « Comment avez-vous fini dans le secteur de la construction alors ?» demanda-t-elle. « Mon père a commencé l'entreprise en construisant des logements sociaux. Il croyait que tout le monde méritait un foyer digne. » Antoine fit une pause. « Quand il est tombé malade, j'ai pris le contrôle. Sous ma direction, l'entreprise a connu une croissance exponentielle, s'étendant à des projets de luxe. Les profits ont augmenté, les actionnaires étaient heureux, mais vous vous êtes éloigné des valeurs d'origine, compléta Sophie. » Antoine acquiesça, son regard perdu dans l'horizon. « Ce projet à Seine-Saint-Denis a été un réveil pour moi. J'ai réalisé que je trahissais non seulement l'héritage de mon père, mais aussi les enseignements de mon grand-père. » Il se tourna vers Sophie. « Peut-être que tout ceci est une chance de rédemption. » Le train approchait de la station de Montreuil. Les passagers commencèrent à rassembler leurs affaires, se préparant à descendre. « Comment rejoindrons-nous la maison de votre mère ?» demanda Antoine.
Nous pouvons prendre un bus jusqu'au quartier, puis un taxi-moto pour monter la colline. C'est le chemin le plus sûr et le moins traçable. » Ils suivirent le plan de Sophie, et 1 heure plus tard, un taxi-moto les déposait devant une maison simple mais charmante, en haut d'une colline à Montreuil. La vue était spectaculaire. Paris s'étendait à l'horizon. Le ciel maintenant complètement teinté par le crépuscule. « C'est incroyable », murmura Antoine, admirant le paysage. Sophie sourit, ressentant une pointe de fierté. Cette vue valait chaque centime du sacrifice que ses parents avaient été faits pour garder la maison, même après que son père soit tombé au chômage pendant la crise économique. « Entrons », dit-elle, sortant une clé de sa poche. La maison était simple et accueillante. Salon et cuisine intégrés, 2 petites chambres, une salle de bain. La décoration reflétait le goût de Madame Martin, mère de Sophie. Des plantes partout, de l'artisanat local au mur, une petite étagère avec des livres bien entretenus. « Vous pouvez rester dans la chambre qui était celle de mon père », dit Sophie, conduisant Antoine le long du couloir étroit. « Je prendrai celle de ma mère. » La chambre avait un lit simple, une armoire ancienne et une petite table près de la fenêtre. Une photographie au mur montrait un homme souriant sur un bateau de pêche. « Votre père ?» demanda Antoine. « Oui, Henri Martin. Il était chauffeur de bus, mais les week-ends, il emmenait les touristes pêcher dans les lacs de la région. » Antoine étudia la photo avec intérêt. « Il semble être un homme heureux. »« Il l'était, » répondit Sophie, un sourire nostalgique aux lèvres. « Il disait toujours que sa richesse était de pouvoir rentrer à la maison et voir le plus beau coucher de soleil du monde. » Elle laissa Antoine s'installer et alla dans la cuisine préparer quelque chose à manger. Elle trouva quelques légumes dans le réfrigérateur et décida d'improviser une soupe. Tandis qu'elle coupait les carottes, elle essayait de comprendre la folie qui avait été cette journée. En quelques heures, sa vie avait été complètement bouleversée. Elle avait abandonné son emploi, embrassé un inconnu, et maintenant, elle se cachait avec lui dans la maison de sa mère. « Besoin d'aide ?» La voix d'Antoine la fit sursauter. Il avait échangé sa chemise de ville pour un simple t-shirt que Sophie avait pris dans son appartement. Un peu serré pour lui, mais infiniment plus confortable. « Vous savez cuisiner ?» demanda-t-elle sceptique. « Je connais les bases », répondit-il avec un sourire timide. « J'ai vécu seul pendant mes études. »« Alors vous pouvez couper ces oignons. » Ils travaillèrent côte à côte dans un silence confortable. Sophie remarqua que, malgré la situation extraordinaire, il y avait une étrange normalité dans ce moment, comme s'il l'avait fait 1000 fois auparavant. « Puis-je vous poser une question ?» dit Antoine, tandis que Sophie remuait la soupe sur la cuisinière. « Bien sûr. Pourquoi m'avez-vous aidé ? À l'hôtel, vous auriez pu simplement m'ignorer et continuer votre vie. » Sophie réfléchit un moment. « L'instinct, je suppose, quelque chose dans votre regard. » Elle s'arrêta, choisissant ses mots. « Vous sembliez effrayé, mais pas coupable. Il y a une différence. » « Et comment reconnaissez-vous cette différence ? » Des années à observer les gens à l'hôtel. On apprend à lire les personnes quand elles ne savent pas qu'elles sont observées. Antoine acquiesça, absorbant cette information. Et bien, quelle qu'en soit la raison, je vous en suis éternellement reconnaissant. Ils dînèrent sur la petite terrasse à l'arrière, où la vue sur Paris était encore plus impressionnante. Les lumières de la ville se reflétaient dans l'obscurité, créant un spectacle hypnotisant. « Que ferons-nous demain ?» demanda Sophie, après un long silence. « Je dois contacter Céline Rousseau, une journaliste d'investigation que je connais. Elle revient d'un reportage international demain. C'est la seule personne en qui j'ai confiance pour rendre ces informations publiques. Comment ferons-nous cela sans être tracés ? J'ai un email anonyme que j'utilise pour les situations sensibles. Nous pouvons utiliser l'ordinateur d'un cybercafé. » Sophie haussa un sourcil. « Les cybercafés existent encore ? » « Étonnamment, oui, » répondit Antoine avec un sourire. « Et ils sont parfaits pour des situations comme la nôtre. Anonymes, payés en espèces, sans caméra de sécurité sophistiquée. » Ils finirent de manger et Sophie débarrassa les assiettes. Quand elle revint sur la terrasse, elle trouva Antoine regardant fixement vers Paris, perdu dans ses pensées. « 1 euro pour vos pensées, » dit-elle, s'asseyant à côté de lui. « Je pensais à quel point la vie est imprévisible, » répondit-il, sans détourner son regard du paysage. « Hier, j'étais juste un homme d'affaires, essayant de faire ce qui est juste. Aujourd'hui, je suis un fugitif caché avec une femme de chambre que j'ai rencontrée ce matin. » « Ex-femme de chambre, probablement, » corrigea Sophie avec un soupir.
Je doute que Madame Dubois m'accepte de retour après ma disparition dramatique. Antoine se tourna vers elle, son visage éclairé uniquement par le lointain éclat des lumières de la ville. Je suis désolé pour cela. Je promets de vous dédommager d'une façon ou d'une autre quand tout sera terminé. Ne vous inquiétez pas pour ça, répondit Sophie, secouant la tête. Pour être honnête, ce travail n'a jamais été mon rêve. C'était juste ce qui était disponible. Et quel est votre rêve? La question prit Sophie par surprise. Cela faisait si longtemps que personne ne s'était intéressé à ses rêves qu'elle avait presque oublié quels ils étaient. J'ai toujours voulu être traductrice littéraire, répondit-elle finalement. Traduire de grandes œuvres en français, les rendre accessibles à plus de personnes. Et pourquoi n'avez-vous pas suivi cette voie? Sophie haussa les épaules. La vie est arrivée. Mon père est tombé malade pendant ma dernière année d'université. Nous avions besoin d'argent rapidement, alors j'ai accepté le premier emploi qui s'est présenté. Ensuite, l'inertie prend le dessus. Les jours deviennent des semaines, les semaines des mois, et soudain 5 ans se sont écoulés. Antoine acquiesça, compréhensif. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, vous savez. Dit l'homme qui recommence maintenant, observa Sophie avec un sourire ironique. Touché, rit Antoine. Puis, plus sérieusement, mais je suis sérieux. Quand tout cela sera terminé, vous devriez donner une chance à votre rêve. Peut-être que je le ferai, répondit Sophie, surprise par la sincérité dans sa propre voix. Le silence tomba sur eux à nouveau, mais c'était un silence confortable, comme celui qui existe entre de vieux amis. Sophie réalisa que malgré les circonstances surréalistes, elle se sentait étrangement à l'aise avec Antoine. Il y avait quelque chose de sincère en lui, une honnêteté qui transcendait sa position sociale et sa richesse. « Je pense que nous devrions dormir un peu », suggéra-t-elle, remarquant la fatigue dans ses yeux. « Demain sera une longue journée. »« Vous avez raison », acquiesça Antoine, se levant. « Bonne nuit, Sophie, et merci pour tout. »« Bonne nuit », répondit-elle, l'observant entrer dans la maison. Sophie resta sur la terrasse quelques minutes de plus, contemplant Paris. Sa vie avait complètement changé en moins de 24 heures, et elle n'avait aucune idée de ce que demain apporterait. Étrangement, elle ne ressentait pas de peur, seulement une excitation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années, comme si elle venait enfin de se réveiller d'un long sommeil. Avec cette pensée, elle se leva et alla dans sa chambre, laissant la porte entr'ouverte, au cas où Antoine aurait besoin de quelque chose pendant la nuit. Des heures plus tard, Sophie se réveilla en sursaut. Quelque chose l'avait éveillée. Un bruit, peut-être? Elle s'assit dans le lit, essayant de s'orienter dans l'obscurité. La maison était silencieuse, à l'exception du doux murmure du vent aux fenêtres. Pourtant, une sensation d'inquiétude la dominait. Elle se leva et marcha silencieusement jusqu'à la chambre où dormait Antoine. La porte était entr'ouverte. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur et le vit assis au bord du lit, le visage dans les mains. « Antoine » appela-t-elle doucement. Il leva le visage, surpris. « Désolé, je vous ai réveillé ?»« Non » mentit-elle, entrant dans la chambre. « Tout va bien ?» Il hésita. « Juste des cauchemars. Ça arrive quand je suis sous beaucoup de pression. » Sophie s'assit à côté de lui sur le lit. « Vous voulez en parler ?» Antoine resta silencieux un moment, puis dit « J'ai rêvé de mon père, qu'il était déçu de moi d'avoir laissé l'entreprise s'éloigner autant de ses valeurs d'origine. Je suis sûr qu'il comprendrait, répondit Sophie, et serait fier de ce que vous faites maintenant pour corriger les choses. J'espère que oui, murmura Antoine. Impulsivement, Sophie prit sa main. La main d'Antoine était chaude et forte, enveloppant complètement la sienne. Tout ira bien, dit-elle, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était réellement. Antoine regarda leurs mains unies, puis le visage de Sophie. Dans l'obscurité, ses yeux verts semblaient presque noirs, mais pas moins intenses. « Pourquoi ai-je l'impression de vous connaître depuis des années, et non pas depuis un jour ?» demanda-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Sophie sentit son cœur s'accélérer. La même sensation inexplicable de familiarité la dominait depuis le moment où leurs regards s'étaient recroisés pour la première fois à l'hôtel. « Je ne sais pas », répondit-elle honnêtement. « Peut-être est-ce la peur. On dit que les situations extrêmes rapprochent les gens. Ou peut-être est-ce quelque chose de plus, suggéra Antoine, son regard fixé sur le sien. Le temps sembla se suspendre. Sophie était consciente de chaque détail, la respiration d'Antoine, la chaleur de sa main, le léger arôme de son parfum mêlé à l'odeur familière de la chambre de son père. Elle se sentait simultanément vulnérable et en sécurité. « Nous devrions essayer de dormir encore », dit-elle finalement, brisant le moment. « Demain, nous aurons besoin d'être alertes.
Antoine acquiesça, relâchant sa main à contre-cœur. « Vous avez raison. Bonne nuit, Sophie. »« Bonne nuit, Antoine. » Elle se leva et marcha jusqu'à la porte, sentant son regard la suivre. Une partie d'elle voulait rester, se rendre à cette connexion inexplicable qui semblait les attirer l'un vers l'autre. Mais la partie rationnelle savait qu'il devait garder l'esprit clair. Il y avait trop en jeu. De retour dans sa chambre, Sophie se coucha. Mais le sommeil ne vint pas facilement. Son esprit était rempli de pensées sur Antoine, sur le danger qu'ils affrontaient, sur l'avenir incertain qui les attendait. Quand elle s'endormit finalement, elle rêva de Paris, ses lumières claires et profondes, gardant des secrets qui attendaient d'être révélés. L'arôme de café frais remplit la petite maison quand Sophie se réveilla le lendemain matin. Pendant un moment, elle fut désorientée, confuse d'être dans la chambre de sa mère. Puis les souvenirs de la veille inondèrent son esprit comme une vague. L'hôtel, le baiser désespéré, la fuite. Antoine. Elle se leva et marcha jusqu'à la cuisine, où elle trouva Antoine préparant le petit déjeuner. Il portait le même t-shirt emprunté la veille et avait trouvé une poêle où il préparait des œufs brouillés. « Bonjour, dit-il avec un sourire. J'espère que ça ne vous dérange pas. Je me suis réveillé tôt et j'ai décidé de me rendre utile. Je n'imaginais pas que les PDG savaient cuisiner, commenta Sophie, s'asseyant à la petite table. J'ai grandi en regardant ma mère dans la cuisine. Elle disait que tout homme devrait savoir se débrouiller seul. Antoine servit les œufs dans 2 assiettes. Ce n'est rien de sophistiqué, mais ça fera l'affaire. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, chacun perdu dans ses propres pensées. Par la fenêtre de la cuisine, le ciel bleu cobalt promettait une chaude journée d'été. « Quel est le plan pour aujourd'hui » demanda finalement Sophie. « Nous devons trouver un cybercafé pour contacter Céline, la journaliste, » répondit Antoine. « Si nous pouvons organiser une rencontre avec elle aujourd'hui, nous pourrons lui remettre les preuves et en finir avec tout cela. Vous lui faites vraiment confiance ? Avec ma vie. Nous nous sommes connus à l'université. Elle a toujours été incorruptible, même quand on lui a offert des postes lucratifs dans de grands médias. Elle a préféré rester indépendante pour préserver son intégrité journalistique. » Sophie acquiesça, appréciant la loyauté dans la voix d'Antoine. « Il y a un cybercafé au centre de Montreuil, informa-t-elle. Nous pouvons prendre un bus jusque-là. C'est moins risqué que d'utiliser un taxi ou des applications. » Ils terminèrent le petit déjeuner et se préparèrent à sortir. Sophie prêta à Antoine une chemise qui avait appartenu à son père, un peu serrée aux épaules, mais moins voyante que la chemise de ville coûteuse qu'il avait portée la veille. Elle-même opta pour une apparence simple, jean, t-shirt et cheveux attachés en queue de cheval. « Nous devons paraître aussi ordinaires que possible, » expliqua-t-elle, remettant à Antoine une casquette usée. « Personne ne cherche ce qui ne se démarque pas. » Ils descendirent la colline à pied et prirent un bus à l'arrêt proche de l'entrée du quartier. Le véhicule était bondé, parfait pour se fondre dans la foule. Sophie observait attentivement chaque passager qui montait, alerte à tout comportement suspect. Antoine, à ses côtés, gardait la tête baissée, la casquette ombrageant son visage. Au centre de Montreuil, ils marchèrent quelques pâtés de maison jusqu'à trouver un cybercafé modeste, avec des ordinateurs anciens et une clientèle composée principalement d'adolescents jouant en ligne. « Parfait », murmura Antoine. « Moins c'est sophistiqué, mieux c'est. » Ils louèrent un ordinateur au fond de l'établissement, loin des fenêtres. Antoine accéda à un service d'email anonyme et rédigea un message pour Céline. « C'est « Nous devons nous rencontrer de toute urgence. J'ai les preuves concernant le projet Seine-Saint-Denis. La situation est critique. Réponds seulement si tu peux me voir aujourd'hui. Lieu sûr. » Ah. Il envoya le message et se déconnecta rapidement. « Et maintenant ?» demanda Sophie. « Maintenant, nous attendons. » Elle répond généralement rapidement quand elle voit mon code d'urgence. Ils décidèrent de ne pas rester au cybercafé. Ce serait suspect. À la place, ils trouvèrent une petite boulangerie à proximité, où ils pouvaient observer la rue tout en prenant un café. « Comment pensez-vous qu'ils nous trouveraient ?» demanda Sophie, gardant la voix basse. « Je veux dire, nous sommes juste 2 personnes parmi des millions dans la région parisienne. »« La technologie, principalement, » répondit Antoine. « Caméras de sécurité avec reconnaissance faciale, surveillance des transactions par carte de crédit, traçage des téléphones portables. Et ils ont les ressources pour soudoyer des gens. Chauffeur de taxi, réceptionniste d'hôtel, garde de sécurité. » Sophie sentit un frisson. Le monde qu'Antoine décrivait semblait tout droit sorti d'un film d'espionnage, pas de sa réalité quotidienne. « C'est pourquoi nous avons éteint nos téléphones portables, » continua-t-il. «
Et nous n'utilisons que de l'argent liquide. » Après 1 heure, ils retournèrent au cybercafé. Il y avait une réponse de Céline. « Place de la Bastille, 14 heures. Je serai sur le banc près du kiosque. Viens seul. C. » Antoine montra le message à Sophie. « La place est publique, animée. Bon endroit pour une rencontre, » commenta-t-elle. « Oui, mais il reste encore 4 heures, » répondit Antoine, vérifiant sa montre. « Nous ne pouvons pas rester à errer dans le centre pendant si longtemps. Cela augmente nos chances d'être reconnus. » Sophie réfléchit un moment. « Je connais un endroit où nous pouvons attendre. C'est sûr et pas très loin d'ici. » Elle guida Antoine à travers quelques rues jusqu'à arriver à une petite bibliothèque municipale. L'endroit était tranquille, avec peu de visiteurs, principalement des étudiants et des personnes âgées. « Personne ne penserait à chercher des fugitifs dans une bibliothèque, » expliqua Sophie avec un sourire. Ils s'installèrent à une table au fond, entre de hautes étagères qui offraient une certaine intimité. Antoine prit un livre au hasard et fit semblant de le lire, tandis que Sophie se perdait réellement dans un roman qu'elle avait trouvé. « Vous aimez vraiment lire ?» observa Antoine après un moment. « Les livres ont été mes premiers amis, » répondit-elle sans détourner les yeux de la page. « Quand on grandit avec peu de ressources, ils sont la façon la moins chère de voyager, de connaître d'autres mondes. » Antoine l'observa avec curiosité, comme s'il voyait quelque chose de nouveau en elle. « Vous savez ce qui est étrange ?» dit-il. « Je viens à Paris régulièrement pour affaires depuis des années. Je séjourne toujours au Ritz, et je ne vous avais jamais remarqué avant. » « Comment est-ce possible ?» Sophie ferma le livre et le regarda. « Les gens comme vous remarquent rarement les gens comme moi. Nous faisons partie du décor, invisible. C'est ainsi que cela fonctionne. » Antoine sembla sincèrement gêné. « Je suis désolé. Cela me fait paraître complètement snob. »« Ce n'est pas une critique personnelle, » répondit Sophie, adoucissant son ton. « C'est simplement comme le monde fonctionne. Différentes classes sociales se mélangent rarement vraiment, sauf dans des situations extraordinaires. » Elle fit un geste englobant les deux. Comme celle-ci. Le silence tomba entre eux, contemplatif. Finalement, Antoine parla. « Je pense que j'avais besoin de cette expérience. Voir le monde d'une autre perspective. » « N'idéalisez pas trop, » avertit Sophie. « Demain, tout cela sera terminé, vous retournerez à votre vie de PDG et moi. » Elle s'arrêta, réalisant qu'elle ne savait pas exactement où elle retournerait. « Vous n'avez pas besoin de redevenir femme de chambre, » dit Antoine, comme s'il lisait dans ses pensées. « Je peux vous aider à trouver quelque chose dans le domaine de la traduction. »« Je n'ai pas besoin de charité, » répondit Sophie, plus brusquement qu'elle ne l'avait voulu. « Ce n'est pas de la charité, c'est de la reconnaissance, » rétorqua Antoine. « Vous avez tout risqué pour m'aider. Le moins que je puisse faire est de vous rendre l'appareil. » Avant que Sophie ne puisse répondre, un homme s'assit à leur table, si soudainement qu'ils sursautèrent tous les deux. « Ne réagissez pas. Continuez à agir normalement, » dit l'homme à voix basse. C'était un homme d'environ 60 ans, cheveux grisonnants coupés courts, épaules larges et une posture qui suggérait une formation militaire. Ses yeux sombres et alertes scannaient constamment l'environnement. « Qui êtes-vous » demanda Antoine, tendu. « Je m'appelle Étienne Moreau, ex-policier de la brigade financière, et je sais exactement qui vous êtes et pourquoi vous fuyez. » Sophie et Antoine échangèrent des regards alarmés. « Comment nous avez-vous trouvés » demanda Sophie. « Je vous ai reconnu quand vous êtes entré au cybercafé, » répondit Étienne. « Je surveille ce genre d'établissement depuis des jours, depuis que j'ai appris qu'Antoine Lefebvre était à Paris avec des informations sensibles. »« Vous travaillez pour eux » demanda Antoine, son corps tendu, prêt à fuir. Étienne secoua la tête. « Je travaille pour moi-même, ou plutôt pour la justice. J'ai été écarté de la police il y a 3 ans pour avoir enquêté sur les mêmes hommes qui vous poursuivent. Des hommes puissants qui n'aiment pas être dérangés. Pourquoi devrions-nous vous faire confiance ?» questionna Sophie. Étienne sortit discrètement de sa poche une petite coupure de journal pliée et la fit glisser sur la table. C'était un article ancien sur la corruption dans la police, avec une photo d'Étienne étant escorté hors du commissariat. « J'ai été le bouc émissaire quand mon enquête s'est trop approchée des puissants, » expliqua-t-il. « Depuis lors, j'ai travaillé en coulisses collectant des preuves contre eux. » Antoine étudia la coupure de journal puis le visage d'Étienne. « Que voulez-vous de nous ?»« Je veux vous aider, vous avez les preuves que j'ai cherchées pendant des années. » Étienne se pencha en avant. « Et vous avez besoin de moi. Ils savent déjà que vous êtes à Montreuil. » Sophie sentit son sang se glacer. « Comment ?» Caméras de sécurité des stations de RER. Ils ont accès à pratiquement tous les systèmes de surveillance de la ville.
Il fouille un Montreuil entier en ce moment. Le rendez-vous avec Céline, commença Antoine. C'est un piège, compléta Étienne. Ils ont intercepté votre email. La vraie Céline Rousseau est encore à Lisbonne. Elle ne revient que demain. Sophie observa Antoine pâlir. Leur dernier espoir venait de s'évanouir. « Comment savez-vous cela ?» demanda Antoine. « J'ai mes contacts. D'anciens collègues qui croient encore à faire ce qui est juste. » Étienne regarda autour de lui une fois de plus. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je dois vous sortir d'ici. »« Pour aller où ?» demanda Sophie. « J'ai un endroit sûr. Une maison de campagne près de Fontainebleau. Pas de caméra, pas de voisins curieux, pas de signal de téléphone portable. Nous pourrons y élaborer un plan adéquat. » Antoine et Sophie échangèrent des regards, une communication silencieuse passant entre eux. Ils étaient sans option. Si ce qu'Étienne disait était vrai, le piège était préparé, et ils marcheraient droit dedans. « Comment savons-nous que ce n'est pas vous qui nous attirez dans un piège ?» demanda Sophie. « Vous ne le savez pas, » répondit Étienne honnêtement. « Mais si je voulais vous livrer, il me suffirait de faire un appel téléphonique maintenant même. Je n'aurais pas besoin d'élaborer. » La logique était indéniable. Pourtant, suivre un étranger vers un lieu isolé ne semblait pas la décision la plus sensée. « J'ai la clé USB avec moi, » dit Antoine, touchant la poche de son pantalon. « Si c'est au sujet des preuves, je peux vous les remettre maintenant même. » Étienne secoua la tête. « Il ne s'agit pas seulement des preuves. Il s'agit de vous garder en vie pour témoigner. Une clé USB peut facilement être écartée comme frauduleuse. Un témoin vivant, surtout le PDG de l'entreprise, est beaucoup plus puissant. » Sophie étudia le visage d'Étienne, cherchant des signes de tromperie. Mais tout ce qu'elle vit fut une détermination authentique, le regard de quelqu'un qui, comme Antoine, cherchait la rédemption. « D'accord, » décida-t-elle finalement, « nous irons avec vous. » Antoine sembla surpris par sa décision. « Vous êtes sûr ?»« Non, » admit Sophie, « mais mon instinct me dit de lui faire confiance. Et jusqu'à présent, mon instinct s'est avéré fiable. » Étienne acquiesça, reconnaissant. « Sortez un par un, retrouvez-moi sur le parking derrière la bibliothèque. J'ai une voiture qui attend. » Il se leva et sortit calmement, comme s'il n'était qu'un visiteur ordinaire de la bibliothèque. « Vous lui faites vraiment confiance ?» demanda Antoine dès qu'ils furent seuls. « Ce n'est pas une question de confiance, » répondit Sophie. « C'est une question d'alternative. Si ce qu'il dit sur Céline est vrai, nous n'avons pas d'issue. » Antoine soupira, passant la main dans ses cheveux. « Tout cela est de ma faute. J'aurais dû agir avant, quand j'ai remarqué les premières irrégularités. Je n'aurais pas dû attendre que cela devienne une question de vie ou de me... » Il s'arrêta, se corrigeant. « Une question aussi sérieuse. »« Ça ne sert à rien de vous culpabiliser maintenant, » répondit Sophie, touchant légèrement son bras. « L'important est ce que nous faisons à partir de maintenant. » Ils sortirent séparément, comme Étienne l'avait indiqué. Sophie partit en premier, marchant calmement jusqu'au parking. Étienne attendait à côté d'une Renault ancienne, rien de tape à l'œil. « Entrez et baissez-vous, » instruisit-il. « Nous ne savons pas encore s'ils ont des gens qui surveillent la zone. » Quelques minutes plus tard, Antoine les rejoignit et Étienne démarra la voiture. Tandis qu'il quittait Montreuil en direction de l'autoroute qui menait à Fontainebleau, Sophie regardait par la fenêtre, observant Paris qui s'éloignait. Cette ville, qui avait toujours fait partie de sa vie, était maintenant au centre d'une intrigue qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. « Ça prendra environ 2 heures pour arriver à la maison », informa Étienne. « Essayez de vous reposer. Vous aurez besoin d'énergie pour ce qui nous attend. » Sophie s'adossa au siège, sentant la fatigue mentale des 2 derniers jours peser sur elle. À ses côtés, Antoine semblait également épuisé. Sans réfléchir, elle tendit la main et prit la sienne. Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement, comme s'ils l'avaient fait des milliers de fois auparavant. Tandis que la voiture serpentait sur la route sinueuse qui traversait la forêt, Sophie se permit de fermer les yeux. La chaleur de la main d'Antoine dans la sienne était réconfortante, un rappel que, aussi surréaliste que soit la situation, au moins elle n'y était pas seule. La maison de campagne d'Étienne était nichée entre les arbres de la forêt de Fontainebleau, entourée d'une dense végétation. Une simple maison à 2 étages, construite en pierre et bois, parfaite pour passer inaperçue dans le paysage forestier. Quand ils arrivèrent, le soleil commençait déjà à se coucher, teintant le ciel d'orange et de rose. « Bienvenue dans mon refuge », dit Étienne, garant la voiture sous un arbre touffu. « Ce n'est pas luxueux comme le Ritz, mais personne ne vous trouvera ici. » La maison était rustique mais accueillante. Des meubles en bois massif, une cheminée en pierre dans la salle principale et de grandes fenêtres qui encadraient la vue spectaculaire sur la forêt.
Sur les murs, outre quelques photographies de paysages, il y avait des coupures de journaux soigneusement encadrées, toutes liées à des affaires de corruption et de crimes environnementaux. « Vous devez avoir faim », dit Étienne, se dirigeant vers la cuisine. « Je vais préparer quelque chose pendant que nous discutons. » Sophie et Antoine s'assirent à la table en bois, observant Étienne se déplacer efficacement dans la cuisine, préparant un repas simple avec des ingrédients qu'il sortait d'un petit garde-manger. « Alors, Étienne, commença Antoine, vous avez dit avoir été écarté de la police pour avoir enquêté sur les mêmes hommes qui nous poursuivent. Qu'avez-vous exactement découvert ?» Étienne soupira tout en coupant quelques légumes. « J'ai découvert un réseau de corruption impliquant des politiciens de haut rang, des hommes d'affaires et des fonctionnaires. Tout a commencé par une enquête sur des permis environnementaux frauduleux pour des projets immobiliers dans des zones protégées. Comme le projet Seine-Saint-Denis, commenta Sophie. « Exactement, confirma Étienne. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le même réseau est derrière des dizaines de projets similaires dans toute la région parisienne, et peut-être au-delà. Pourquoi vous souciez-vous tant de cela ?» demanda Antoine, étudiant l'ex-policier. Étienne arrêta ce qu'il faisait et regarda Antoine directement. « J'ai grandi dans un quartier ouvrier de Seine-Saint-Denis. J'ai vu ma famille perdre ses moyens de subsistance quand la pollution et les projets immobiliers ont commencé à détruire l'environnement local. » Sa voix portait une intensité qui venait clairement d'une douleur personnelle. « Je suis entré dans la police en croyant que je pourrais faire la différence, protéger des gens comme ma famille. J'ai fini par découvrir que le système est plus intéressé à protéger les puissants. » Sophie sentit une connexion immédiate avec l'histoire d'Étienne. C'était la même injustice que son père dénonçait quand il emmenait des touristes pêcher dans les lacs de la région. « Que s'est-il passé quand vous avez essayé d'enquêter » demanda-t-elle. « D'abord, ils ont essayé de m'acheter. Ensuite, ils m'ont menacé. Quand rien de cela n'a fonctionné, ils ont fabriqué des preuves que j'acceptais des pots de vin. J'ai été expulsé du corps, ma réputation détruite. » Étienne reprit la coupe des légumes, maintenant avec plus de force. « Mais je n'ai jamais abandonné. J'ai passé les 3 dernières années à collecter des preuves, construisant un dossier solide contre eux. »« Et pourquoi n'avez-vous pas apporté ces preuves à la justice ?» questionna Antoine. « Parce que j'avais besoin de quelque chose d'irréfutable, quelque chose que même les meilleurs avocats ne pourraient pas démonter. » Étienne pointa Antoine avec le couteau de cuisine. « Et puis vous êtes apparu avec les preuves qui manquaient pour compléter le puzzle. » Pendant qu'Étienne terminait de préparer le repas, un ragoût de légumes avec de la viande séchée, Sophie observait Antoine qui semblait absorber chaque parole de l'ex-policier en analysant les implications. « Qui exactement est derrière tout cela ?» demanda finalement Antoine. « Le groupe est dirigé par 3 hommes, expliqua Étienne, servant le ragoût dans des bols en céramique. Henri Vauclair, propriétaire de la plus grande entreprise de construction de Paris, sénateur Paul Mercier, qui préside la commission de l'environnement, et Robert Aubry, directeur de l'agence environnementale régionale. Ils forment le noyau, mais il y a des dizaines d'autres impliqués. » Le nom d'Henri Vauclair fit frémir Sophie. Elle connaissait très bien ce nom. « Henri Vauclair » répéta-t-elle, sa voix tremblante. « Grand, cheveux grisonnants, cicatrice au menton. » Étienne s'arrêta au milieu de son mouvement, le bol de ragoût suspendu en l'air. « Vous le connaissez ?» Sophie déglutit. Il séjournait régulièrement au Ritz, toujours dans la même suite, toujours exigeant la même femme de chambre. Elle fit une pause, la réalisation la frappant comme un coup de poing. « Moi. » Antoine et Étienne échangèrent des regards inquiets. « Que savez-vous de lui ?» demanda Étienne, posant le bol sur la table et s'asseyant. « Pas grand-chose, » répondit Sophie, essayant d'organiser ses souvenirs. « Il a toujours été courtois, mais intimidant. Il parlait au téléphone en code. Il recevait d'étranges visites. Une fois, j'ai entendu une conversation sur « nettoyer le terrain » avant que les écologistes ne gênent. « Vous n'avez jamais signalé cela ?» demanda Antoine. « À qui? La direction de l'hôtel ?» Ils ne se soucient pas de ce que font les clients riches tant qu'ils paient leurs factures. Sophie soupira. De plus, c'était juste une conversation ambiguë. Cela pouvait signifier n'importe quoi. Étienne se pencha en avant, son regard intense. « Sophie, cela change tout. Vous êtes un témoin direct. Vous pouvez identifier des personnes, confirmer des rencontres, corroborer des dates. »« Attendez, » interrompit Antoine, son ton protecteur. « Cela la met en danger encore plus grand. Elle risque déjà beaucoup pour moi. Je suis dans cette histoire depuis le moment où j'ai décidé de vous embrasser dans le couloir de l'hôtel, » répondit Sophie fermement.
Si mon témoignage peut aider à empêcher qu'il détruise dans ce quartier, alors je le donnerai. Étienne acquiesça, admirant sa détermination. Votre témoignage, combiné aux documents d'Antoine et aux preuves que j'ai collectées, forme un dossier pratiquement irréfutable. Mais nous devons survivre pour le présenter, rappela Antoine. Et pour l'instant, nous sommes des fugitifs poursuivis par des personnes puissantes. C'est pourquoi nous avons besoin d'un plan, dit Étienne. Nous ne pouvons pas simplement remettre les preuves et espérer que justice soit faite. Nous devons garantir qu'il soit impossible d'étouffer l'affaire. Ils mangèrent tout en discutant de stratégie. Le ragoût était délicieux, réconfortant après les jours tendus qu'ils avaient vécus. Sophie observait l'interaction entre Antoine et Étienne, deux personnes de mondes complètement différents, unies par un sens partagé de la justice. L'exposition publique est notre meilleure protection, conclut Étienne après une longue discussion. Plus il y a de personnes qui connaissent cette affaire, moins ils auront de chances de nous faire taire. Céline Rousseau serait parfaite pour cela, dit Antoine. Elle a de la crédibilité et du courage. Mais vous avez dit qu'elle ne revient en France que demain. Et quand elle reviendra, ils surveilleront chacun de ses mouvements, ajouta Étienne. Nous avons besoin d'une autre approche. C'est alors que Sophie eut une idée. Et si au lieu d'aller vers les médias, nous faisions venir les médias à nous? Les deux hommes la regardèrent, intrigués. Comment ça? Demanda Antoine. Réfléchissez, ils nous chassent, n'est-ce pas? Ils pensent que nous sommes des proies faciles, désespérées, acculées. Et si nous renversions la situation? Si nous les attirions dans un piège où la presse serait déjà présente? Étienne sourit lentement, comprenant. Une embuscade médiatique. Les faire croire qu'ils ont réussi à nous acculer, quand en réalité... Exactement, confirma Sophie. Nous pouvons utiliser leurs propres tactiques contre eux. Antoine semblait impressionné. C'est brillant, Sophie. Mais comment ferions-nous cela? Comment s'attirer à la fois eux et la presse sans nous mettre en danger extrême? Étienne se leva brusquement et alla vers une étagère. Il revint avec une carte détaillée de Paris. Je pensais à quelque chose de similaire depuis longtemps, mais je n'ai jamais eu les ressources nécessaires, expliqua-t-il, étalant la carte sur la table. Mais maintenant, avec vous deux, nous pouvons faire fonctionner ce plan. Ils passèrent les heures suivantes à élaborer un plan détaillé. Étienne, avec son expérience policière, anticipait chaque obstacle possible. Antoine contribuait avec sa connaissance des personnes impliquées et du fonctionnement du système. Et Sophie, avec son observation aiguisée et sa pensée créative, trouvait des solutions aux problèmes qui surgissaient. Le lieu doit être assez public pour avoir des témoins, mais assez contrôlé pour ne pas mettre des innocents en danger, expliqua Étienne, entourant des zones sur la carte. Et il doit avoir une signification symbolique, ajouta Antoine. Quelque chose que la presse ne pourra pas ignorer. Seine-Saint-Denis elle-même, suggéra Sophie, l'endroit exact où il prévoit de construire le projet. Étienne acquiesça lentement. Parfait. Le quartier ouvrier. C'est visible, accessible et a exactement le symbolisme dont nous avons besoin. Ils continuèrent à affiner le plan jusqu'à tard dans la nuit. Quand ils eurent enfin terminé, ils avaient une stratégie qui, bien que risquée, offrait la meilleure chance d'exposer la vérité et d'assurer leur sécurité. Demain, nous contacterons Céline dès qu'elle atterrira, conclut Étienne. Elle sera notre canal vers la presse. En attendant, nous devons nous reposer. Les prochains jours seront intenses. Étienne leur montra leur chambre à l'étage supérieur, petite mais confortable. Sophie sentit la fatigue peser sur ses épaules dès qu'elle se retrouva seule. Elle s'assit sur le lit, essayant de comprendre tout ce qui s'était passé ces derniers jours. Comment sa vie avait-elle changé si drastiquement en si peu de temps? Un coup léger à la porte interrompit ses pensées. « Je peux entrer ?» C'était la voix d'Antoine. « Bien sûr », répondit-elle. Antoine entra, semblant aussi épuisé qu'elle, mais avec une lueur déterminée dans les yeux. « Je voulais juste vérifier si vous alliez bien, dit-il, restant debout près de la porte. Tout ceci, c'est beaucoup à assimiler. »« Je vais bien, » répondit Sophie, surprise par la sincérité dans sa propre voix. Effrayée, mais étrangement vivante. « Ça a du sens ?» Antoine sourit, s'approchant pour s'asseoir à côté d'elle sur le lit. « Ça a tout son sens. Je ressens la même chose. Comme si je faisais finalement quelque chose qui compte vraiment. » Ils restèrent silencieux un moment, le seul son étant le chant distant des grillons et le doux sifflement du vent dans les arbres dehors. « Vous avez été incroyable aujourd'hui, » dit finalement Antoine. L'idée de l'embuscade médiatique, Étienne et moi n'y aurions jamais pensé. J'ai passé des années à observer les gens,
à lire leurs intentions, à anticiper leurs besoins, expliqua Sophie. C'est ce qu'on apprend quand on est invisible. Antoine la regarda, ses yeux verts intenses dans la douce lumière de la lampe. Vous n'avez jamais été invisible pour moi, Sophie. Pas depuis le moment où nos regards se sont croisés à l'hôtel. La sincérité dans sa voix fit naître quelque chose en elle, une émotion qu'elle avait essayé de supprimer depuis que toute cette folie avait commencé. « Antoine, qu'est-ce qui se passe entre nous ?» demanda-t-elle doucement. « Est-ce réel ou simplement le résultat de circonstances extrêmes ?» En réponse, Antoine prit doucement sa main. « Je ne sais pas ce que c'est, Sophie. Je sais seulement que je n'ai jamais rien ressenti de semblable auparavant. C'est comme si... » Il hésita, cherchant les mots justes. « Comme si j'avais trouvé une partie de moi que je ne savais même pas qu'il me manquait. » Le cœur de Sophie s'accéléra. C'était exactement ce qu'elle ressentait, une connexion inexplicable, plus profonde que tout ce qu'elle avait jamais expérimenté. « Quand tout cela sera terminé, » commença-t-elle. « Quand tout cela sera terminé, » interrompit Antoine doucement. « Je veux vous connaître vraiment, sans danger, sans fuite, juste nous deux, découvrant ce qu'il y a entre nous. » Sophie sentit des larmes inattendues picoter ses yeux. C'était une promesse d'avenir, quelque chose qu'elle n'avait pas osé envisager depuis qu'ils s'étaient retrouvés impliqués dans cette intrigue. « J'aimerais cela, » répondit-elle simplement. Antoine se pencha lentement, lui donnant le temps de reculer si elle le souhaitait. Mais Sophie ne recula pas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, complètement différent de ce premier baiser désespéré dans le couloir de l'hôtel. Celui-ci était gentil, exploratoire, plein de promesses. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient. « Nous devrions dormir, » suggéra Sophie, bien qu'une partie d'elle souhaitait qu'il reste. « Demain sera une longue journée. » Antoine acquiesça, se levant à contre-cœur. « Bonne nuit, Sophie, » dit-il, marchant vers la porte. « Bonne nuit, Antoine. » Après son départ, Sophie s'allongea, un sourire persistant sur ses lèvres malgré la gravité de la situation. Elle s'endormit en pensant non pas aux dangers qui les attendaient, mais aux possibilités qui s'ouvraient au-delà. Elle fut réveillée au milieu de la nuit par des voix altérées. Elle s'assit dans le lit, confuse, jusqu'à ce qu'elle reconnaisse les voix d'Étienne et d'Antoine dans la pièce en dessous. Elle enfila rapidement une robe de chambre qu'elle trouva accrochée à la porte et descendit les escaliers. Les deux hommes étaient penchés sur l'ordinateur portable d'Étienne, leurs expressions tendues, éclairées par la lumière bleuâtre de l'écran. « Que se passe-t-il » demanda Sophie. Tous deux se tournèrent, surpris par sa présence. « Nous avons reçu un message » expliqua Antoine, sa voix grave. « De Henri Vauclair. Comment vous a-t-il trouvé » demanda Sophie, s'approchant pour voir l'écran. « Il ne nous a pas trouvés » répondit Étienne. « Il bluffe. Il a envoyé ce message à plusieurs adresses e-mail associées à moi, espérant que j'enverrai une. » Sophie lut le message à l'écran. « Moreau, nous savons que vous êtes avec Lefebvre et la fille. Nous avons quelque chose qui pourrait vous intéresser. Contactez-nous si vous voulez négocier. » « Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir qui nous intéresserait » demanda Sophie. Étienne et Antoine échangèrent des regards préoccupés. « C'est ce dont nous discutions » répondit Antoine. « Ça pourrait être juste un appât pour nous attirer. Ou ça pourrait être quelque chose de vraiment important » ajouta Étienne. « Quelque chose qui justifierait de négocier. » Sophie croisa les bras, pensive. « Vous avez dit qu'Henri Vauclair dirige le groupe, n'est-ce pas? Et que le sénateur Paul Mercier et Robert Aubry complètent le trio ?» Étienne acquiesça. « Robert Aubry. Il a une fille, n'est-ce pas ?» demanda Sophie, un souvenir distant se formant dans son esprit. « Oui, Marine Aubry, » confirma Étienne, surpris. « Comment savez-vous cela? Elle est venue à l'hôtel une fois, visitant Vauclair. Je les ai entendus parler de comment son père causait des problèmes, résistant à une décision quelconque. » Sophie fit une pause, essayant de récupérer les détails de la conversation dont elle avait été témoin des mois auparavant. Vauclair a mentionné qu'il avait quelque chose qui garantirait la coopération d'Aubry. Les yeux d'Étienne s'écarquillèrent. Chantage, bien sûr. Cela explique pourquoi Aubry, qui avait un historique de rigueur technique, a soudainement commencé à approuver des projets douteux. Et si ce quelque chose était ce qu'ils offrent, suggéra Antoine, les preuves du chantage contre Aubry, ce serait un coup de maître, murmura Étienne. Diviser le trio. Si nous pouvions retourner Aubry contre les deux autres, devons-nous répondre demanda Sophie. Étienne réfléchit un moment, puis commença à taper. Intéressé par votre proposition. Preuve de vie de nous tous d'abord. Il envoya le message et ferma l'ordinateur portable. Maintenant, nous attendons, dit-il.
Mais cela ne change pas notre plan original. Cela nous donne simplement un avantage potentiel supplémentaire. Ils retournèrent dans leur chambre, mais Sophie savait qu'elle ne pourrait pas se rendormir. L'horizon commençait à s'éclaircir, annonçant l'arrivée d'un nouveau jour, un jour qui pourrait tout changer. Elle s'assit près de la fenêtre, observant le lever du soleil sur la forêt de Fontainebleau, pensant à comment sa vie s'était entrelacée avec celle d'Antoine et d'Étienne, et comment ensemble, ils étaient sur le point d'affronter quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes. Le quartier ouvrier de Seine-Saint-Denis s'éveillait avec les premiers rayons du soleil. Des enfants jouaient dans les rues étroites, tandis que hommes et femmes se préparaient pour une nouvelle journée de travail. Une légère brume flottait dans l'air, donnant au décor une qualité presque onirique. Personne ne remarqua les 3 étrangers qui arrivèrent avant l'aube, se positionnant stratégiquement à différents points du quartier. Étienne, avec son expérience d'ex-policier, avait planifié chaque détail méticuleusement. Antoine attendait dans un petit café au coin de la rue, le centre du piège qu'ils avaient préparé. Et Sophie, vêtue comme une habitante locale, se mêlait naturellement aux résidents, observant chaque mouvement, attentive aux moindres signes de danger. Les dernières 24 heures avaient été intenses. La réponse d'Henri Vauclair au message d'Étienne était venue accompagnée d'une photo de documents qui confirmaient leurs soupçons, des preuves que Robert Aubry était victime de chantage. Apparemment, Aubry était devenu un problème pour le groupe, menaçant de revenir sur les approbations environnementales, et Vauclair était prêt à négocier ces preuves en échange de la clé USB d'Antoine. « C'est la confirmation dont nous avions besoin », avait dit Étienne la veille au soir. « Il y a des fissures dans le groupe. Nous pouvons exploiter cela. » Céline Rousseau, la journaliste amie d'Antoine, était revenue en France comme prévu. Étienne avait réussi à la contacter par des canaux sécurisés et elle avait immédiatement compris l'ampleur de l'histoire. Sans hésiter, elle avait mobilisé une petite équipe de journalistes de confiance qui attendèrent maintenant cachés à des points stratégiques du quartier, équipés de caméras et de microphones. Le plan était simple en théorie, mais risqué dans l'exécution. Attirer Vauclair et ses hommes dans le quartier avec la promesse de négocier, en s'assurant que tout soit enregistré par la presse. La présence des journalistes serait leur meilleure protection. Personne n'oserait agir violemment devant des témoins et des caméras. Sophie marchait lentement à travers la petite place centrale du quartier, feignant d'examiner les étals d'un petit marché improvisé. Son cœur battait la chamade, mais extérieurement elle gardait son calme. Il y avait quelque chose de libérateur à être là, à lutter pour quelque chose de plus grand qu'elle-même. Son téléphone vibra, un signal convenu d'Étienne. Ils étaient arrivés. 3 SUV noirs entrèrent lentement dans le quartier, contrastant totalement avec l'environnement modeste. Elles se garèrent près d'un petit parc et des hommes en costume sombre descendirent des véhicules, regardant autour d'eux avec méfiance. De la voiture centrale émergea Henri Vauclair, grand, imposant, cheveux grisonnants et l'inconfondable cicatrice au menton que Sophie reconnaîtrait n'importe où. Elle s'éloigna discrètement, se dirigeant vers sa position désignée, un petit café proche du lieu où Antoine attendait. De là, elle pouvait tout observer sans être remarquée. Vauclair et 2 hommes marchèrent jusqu'au café, tandis que les autres restaient près des voitures, visiblement tendus, les mains proches des renflements suspects sous leurs vestes. Sophie observa Étienne surgir de sa cachette, interceptant Vauclair avant qu'il n'atteigne le café. « Henri », salua Étienne avec une familiarité artificielle. « Merci d'être venu personnellement. Cela montre votre bonne volonté. » Vauclair força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Ne confondez pas pragmatisme et bonne volonté, Moreau. Où est Lefebvre ? » ?»« En sécurité. D'abord, je veux voir ce que vous avez apporté. » Vauclair fit un geste à l'un de ses hommes qui remit une enveloppe à Étienne. « Tout ce que j'ai promis. Des preuves que Robert Aubry a falsifié des rapports sur d'autres projets avant de travailler pour moi. Matériel suffisant pour le détruire si cela devient public. » Étienne examina brièvement le contenu de l'enveloppe, puis la glissa dans la poche intérieure de sa veste. « Impressionnant comme vous n'hésitez pas à vous trahir les uns les autres, » commenta-t-il. « Les affaires sont les affaires, » répondit Vauclair froidement. « Maintenant, où sont Lefebvre et la clé USB ?» Étienne fit un geste en direction du café. « Antoine vous attend, mais il entre seul. Vos hommes restent ici. » Vauclair hésita, évaluant la situation. « Comment puis-je savoir que ce n'est pas un piège ? » « Pour la même raison que je sais que vous n'êtes pas venu ici pour me tuer, » répondit Étienne. «
Aucun de nous ne veut de complications. Nous voulons juste résoudre cela discrètement. » Après un moment de réflexion, Vauclair acquiesça. « Attendez ici, » ordonna-t-il à ses hommes et marcha seul vers le café. Sophie sentit un frisson d'appréhension. C'était le moment critique du plan. Tout dépendait de ce qui se passerait dans les prochaines minutes. De son point d'observation, elle pouvait voir les journalistes discrètement positionnés, leurs caméras captant chaque mouvement. Vauclair entra dans le café, fermant la porte derrière lui. Sophie imagina la confrontation qui se déroulait à l'intérieur. Antoine, le jeune idéaliste, face à face avec Vauclair, l'homme d'affaires corrompu prêt à détruire un quartier entier pour le profit. 10 minutes tendues passèrent avant que la porte ne s'ouvre à nouveau. Vauclair sortit en premier, suivi par Antoine. L'expression sur le visage de l'homme d'affaires était difficile à lire, un mélange d'irritation et de résignation. Étienne s'approcha d'eux. « Alors ?» demanda-t-il. « Nous sommes parvenus à un accord, » répondit Antoine, sa voix ferme. C'est à ce moment que Sophie remarqua quelque chose d'étrange. L'un des hommes de Vauclair parlait avec agitation au téléphone, jetant des regards inquiets aux alentours. Un autre homme s'approcha rapidement de Vauclair, lui chuchotant quelque chose à l'oreille. L'expression de l'homme d'affaires changea instantanément pour révéler de l'alarme. « C'est un piège !» cria-t-il, reculant. « La police arrive !» Étienne et Antoine échangèrent des regards confus. Cela ne faisait pas partie du plan. Ils n'avaient pas impliqué la police, justement à cause du risque d'infiltrer. « Nous devons partir d'ici », ordonna Vauclair à ses hommes, courant déjà vers les voitures. C'est alors que Sophie vit des voitures de police bloquant la seule route d'accès au quartier. Des hommes en uniforme sortant des véhicules, armes à la main. « Étienne !» cria-t-elle, abandonnant son poste et courant vers eux. « Que se passe-t-il ?»« Je ne sais pas !» répondit Étienne, semblant véritablement confus. « Ce n'était pas prévu. » Antoine courut à la rencontre de Sophie, la saisissant par les bras. « Nous devons partir d'ici, dit-il urgemment. »« Si la police est compromise... »« Trop tard, interrompit Étienne, montrant les voitures de Vauclair qui tentèrent de manœuvrer pour fuir, seulement pour rencontrer plus de voitures de police arrivant de l'autre côté du quartier. La situation était chaotique. Les habitants couraient vers leurs maisons. Les journalistes essayaient de tout capturer avec leurs caméras. Les policiers criaient des ordres au mégaphone. « Attention, ceci est une opération de police. Toutes les personnes présentes doivent rester où elles sont. » Sophie, Antoine et Étienne échangèrent des regards désespérés. Ils étaient piégés, sans savoir si ces policiers étaient des alliés ou des ennemis. C'est alors qu'une silhouette familière émergea de la voiture principale. Une femme d'âge moyen, cheveux noirs, courts, posture ferme de quelqu'un habitué à commander. « Commissaire Isabelle Laurent », murmura Étienne, une expression de choc et de reconnaissance sur son visage. « Mon ancienne partenaire. » La commissaire marcha directement vers Vauclair, qui était retenu par 2 policiers. « Henri Vauclair, vous êtes en état d'arrestation pour corruption, falsification de documents et crimes environnementaux. » Puis elle se tourna et aperçut Étienne, Antoine et Sophie. Pendant un instant, ses yeux rencontrèrent ceux d'Étienne, et quelque chose comme un sourire subtil passa sur son visage. « Moreau », salua-t-elle formellement, « il semble que vous ayez finalement trouvé les preuves que vous cherchiez. »« Je ne comprends pas, » répondit Étienne, confus. « Comment avez-vous su que nous serions ici ?»« Céline Rousseau, » répondit la commissaire. « Elle ne s'est pas fiée uniquement à la presse pour vous protéger. Elle m'a contacté dès que vous l'avez approchée. » Sophie sentit un immense soulagement parcourir son corps. Ce n'était pas un piège, c'était une protection supplémentaire qu'ils n'attendèrent pas. « Laurent a toujours été l'une des rares personnes en qui j'avais confiance dans la police, » expliqua Étienne à Sophie et Antoine. « Mais je ne voulais pas l'impliquer pour ne pas mettre sa carrière en danger. »« Ma carrière ne vaut pas plus que faire ce qui est juste, Moreau, » répondit la commissaire. « De plus, je ne suis pas seul dans cette opération. Nous avons le soutien du procureur de la République. Cette enquête va bien au-delà de Paris. » Pendant qu'il parlait, Sophie observait Vauclair être conduit vers une voiture de police. L'homme qui avait toujours semblé si puissant, si intouchable, paraissait maintenant petit et vaincu. Ses yeux rencontrèrent les siens pendant un instant, et Sophie vit la reconnaissance dans son regard. Il la voyait enfin, la femme de chambre invisible qui avait aidé à faire tomber son empire. Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon. Des dépositions furent recueillies, des documents analysés, des déclarations à la presse accordées. Céline Rousseau était là, coordonnant son équipe de journalistes, s'assurant que chaque détail soit documenté.
L'histoire circulait déjà en ligne, impossible à étouffer. Au coucher du soleil, Sophie se retrouva à nouveau sur la petite place du quartier, maintenant plus calme après la frénésie de la journée. Antoine s'approcha, s'asseyant à côté d'elle sur un banc en bois usé. « Nous avons réussi, dit-il, prenant sa main. C'est difficile à croire. » Sophie sourit, serrant ses doigts entre les siens. « Oui, nous avons réussi. Et maintenant ?» demanda Antoine. « Qu'est-ce qui vient après ?» C'était la question qui planait entre eux depuis le début. Que se passerait-il quand tout serait terminé? Quand ils ne seraient plus des fugitifs unis par des circonstances extraordinaires, mais simplement deux personnes de mondes complètement différents. Maintenant, Sophie fit une pause, regardant vers Paris à l'horizon, les eaux de la Seine dorées par le soleil couchant. Maintenant, nous construisons quelque chose de nouveau. Antoine suivit son regard, puis revint à elle. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi à l'avenir de Construction Horizon. Après tout cela, je ne peux pas simplement retourner construire des résidences de luxe comme si rien ne s'était passé. À quoi pensez-vous ? demanda Sophie, curieuse. Je veux réorienter l'entreprise, se concentrer sur des projets durables, des logements sociaux, la revitalisation de zones dégradées. Ses yeux brillaient d'un enthousiasme renouvelé. Revenir aux racines, aux valeurs de mon père. Cela semble être un plan incroyable, répondit Sophie sincèrement. Mais il y a plus, continua Antoine. J'ai discuté avec Étienne. Il a suggéré que nous créions une fondation pour protéger Seine-Saint-Denis et d'autres zones menacées. Un lieu qui pourrait servir tant à la préservation environnementale qu'à être un refuge temporaire pour des personnes en situation vulnérable. « Comme un abri ?» demanda Sophie. « Exactement. Un espace sûr pour ceux qui ont besoin d'un nouveau départ. » Antoine fit une pause, son regard intense dans le sien. « Et j'aimerais que vous dirigiez cette fondation. » Sophie cligna des yeux, surprise. « Moi ? Mais pourquoi ? Parce que vous avez quelque chose que ni Étienne ni moi n'avons, la capacité de voir vraiment les gens, de comprendre leurs besoins, leurs histoires. Vous avez passé des années à être invisible, observant, apprenant. Je ne peux penser à personne de mieux pour diriger un tel projet. » Les paroles d'Antoine touchèrent Sophie profondément. C'était vrai. Son expérience comme femme de chambre, toujours en coulisses, lui avait donné une perspective unique sur les gens et leur vulnérabilité. De plus, ajouta Antoine avec un sourire timide, ce serait une bonne excuse pour nous voir tous les jours. Sophie ne put contenir un rire, comme si nous avions besoin d'excuses. Antoine se pencha, l'embrassant doucement. Quand ils se séparèrent, tous deux regardèrent vers Paris, comme s'ils pouvaient voir l'avenir reflété dans ses lumières. « C'est étrange de penser que tout a commencé par un baiser désespéré », commenta Sophie. « Le meilleur baiser maladroit de l'histoire », répondit Antoine, souriant. Étienne s'approcha, interrompant le moment. « Désolé de déranger les tourtereaux, mais la commissaire Laurent vous cherche. Apparemment, Robert Aubry a décidé de collaborer avec l'enquête en échange d'une réduction de peine. Tout le système s'effondre comme un château de cartes. » Antoine se leva, tendant la main à Sophie. « On y va ? Nous avons encore beaucoup de travail devant nous. » Sophie accepta sa main, se levant. Ensemble, les trois marchèrent vers l'avenir qu'ils avaient aidé à façonner. Un avenir où le quartier serait protégé, où la justice prévaudrait et où un improbable trio de héros prouverait que, parfois, les grands changements commencent par les gestes les plus inattendus. 6 mois plus tard, la Fondation Nouveau Départ ouvrait ses portes sur un terrain à Seine-Saint-Denis. Non pas un complexe de luxe, mais un espace dédié à la préservation environnementale et à l'accueil de personnes en situation de vulnérabilité. Le bâtiment principal, conçu avec des techniques durables, abritait tant des laboratoires de recherche que des dortoirs et des salles de classe. Sophie marchait dans les couloirs, vérifiant les derniers détails pour la cérémonie d'inauguration. Cela semblait encore irréel. Elle, une ex-femme de chambre, maintenant directrice d'une fondation. Mais au cours des derniers mois, elle avait découvert des talents qu'elle ne savait même pas posséder. Leadership, capacité d'organisation, empathie qui transformait des vies. « Nerveuse ?» demanda Antoine, apparaissant à ses côtés. « Un peu, admit-elle. Je n'ai jamais été à l'aise avec les foules. Vous serez merveilleuse, assura-t-il, comme dans tout ce que vous faites. » Leur relation avait fleuri dans les mois suivant l'affaire Vauclair, comme l'appelait la presse. Ils avaient appris à se connaître dans des circonstances normales, découvrant avec plaisir que la connexion qu'ils avaient ressentie pendant leur fuite n'était pas seulement le produit de l'adrénaline, mais quelque chose de sincère et profond.
Antoine avait tenu sa promesse de transformer Construction Horizon. Sous sa direction, l'entreprise était devenue une référence en construction durable, abandonnant les projets controversés et se concentrant sur des initiatives à impact social positif. Étienne les avait rejoints à la fondation, coordonnant le secteur de la sécurité et aidant des personnes qui, comme eux autrefois, avaient le besoin de protection. Son expérience de policier, combinée à sa passion pour la justice, faisait de lui le mentor parfait pour ceux qui cherchaient à recommencer. La cérémonie d'inauguration attira des autorités, des journalistes et, plus important, les habitants du quartier qui non seulement étaient désormais à l'abri de la menace d'expulsion, mais participaient activement au projet de la fondation. Debout sur l'estrade, avec Paris brillant à l'horizon, elle regarda les visages attentifs dans l'assemblée, Antoine au premier rang, souriant avec encouragement, Étienne à ses côtés, fier comme un grand frère, Céline Rousseau avec son carnet de notes, la commissaire Laurent représentant la police et des dizaines d'habitants locaux et leurs familles, des personnes dont elle avait aidé à préserver la vie. Quand vint le moment de son discours, Sophie fut surprise par sa propre assurance. « Le nouveau départ n'est pas seulement le nom de cette fondation », commença-t-elle. « C'est une promesse que, peu importe combien la nuit semble obscure, le soleil brillera toujours à nouveau, et que chacun de nous a le pouvoir d'apporter cette lumière. » Tandis qu'elle parlait d'espoir, de recommencement et de l'importance de protéger tant l'environnement que les personnes vulnérables, Sophie réfléchissait à son propre parcours. D'une femme de chambre invisible à une femme qui avait trouvé sa voie et son but. Et tout avait commencé par un baiser, un acte impulsif né du désespoir, qui s'était transformé en premier chapitre d'une histoire d'amour, de courage et de rédemption. À la fin de la cérémonie, quand la foule se dispersait et que le soleil commençait à se coucher sur Paris, Antoine s'approcha de Sophie, prenant ses mains dans les siennes. « J'ai quelque chose à vous demander, dit-il soudainement nerveux. »« Quoi » demanda-t-elle intriguée. Antoine s'agenouilla, sortant une petite boîte de sa poche. « Sophie Martin, vous avez changé ma vie au moment où vous avez décidé de m'embrasser dans ce couloir. Vous m'avez montré un monde que je ne connaissais pas. Vous m'avez appris à voir ce qui compte vraiment. » Il ouvrit la boîte, révélant une délicate bague d'émeraude. « Me feriez-vous l'honneur de devenir ma femme ? Pas une épouse de façade cette fois, mais pour toujours ?» Des larmes jaillirent des yeux de Sophie tandis qu'elle souriait. « Oui », répondit-elle simplement, tendant la main pour qu'il place la bague. Antoine se leva et l'étreignit, la faisant tournoyer dans les airs, tandis qu'ils riaient tous les deux. En arrière-plan, le soleil teintait Paris de nuances d'orange et de rose, le même coucher de soleil que le père de Sophie considérait comme la plus grande richesse du monde.